Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. On est samedi matin, 1er octobre. Voilà, j'ai la voix un peu cassée, c'est le premier mot que je prononce, il est 8h du matin. Mais j'ai une journée bien remplie, je vais revenir dessus et donc je pense que c'était le bon moment pour enregistrer cet épisode. De bon matin, je suis avec vous, je suis content. Pour tous les nouveaux qui me rejoignent sur le podcast, il y a de plus en plus d'auditeurs. Ça fait déjà un bon moment qu'on a dépassé les 10 000 écoutes par mois. Merci à tous, vous êtes au top. Merci pour vos messages, merci pour vos notes, merci pour vos partages. Il y a juste à continuer et la vie elle sera belle, elle sera douce. Voilà. Donc pour les nouveaux, je m'appelle Thibaut, je suis plus connu sous le nom de Bye Bye Patron et je fais plein de choses dans la vie, mais je suis notamment multi-investisseur depuis 2012 en immobilier. J'ai aussi de la bourse depuis 2015, de la crypto depuis, je pense, 2017. J'ai écrit 2 livres, un sur la négociation immobilière et un sur comment débuter dans l'immobilier. Et ensuite, avec mon acolyte que vous avez entendu sur l'épisode de la semaine dernière, Michel, on a créé le Club Invest, un club dans lequel on accompagne les investisseurs débutants ou un peu plus chevronnés à acheter des biens rentables. Mon objectif dans la vie, j'en ai plein, mais en tout cas j'en ai 2 que je réalise chaque année depuis quelques temps maintenant, c'est acheter 5 biens immobiliers par an. Et je vais vous raconter, peut-être que je vais un peu, over-delivered, surpasser cet objectif cette année et voyager dans au moins 10 pays par an. Et ça, je pense que c'est fait, faudrait que je fasse le compte. Et de toute façon, je vais encore en Hongrie avec quelques acolytes du podcast là, donc ça va faire bien plaisir. Je vais encore aussi également en Suisse bientôt. Et puis fin de l'année, je vais essayer de partir un peu au soleil parce qu'il commence à bien faire moche vers chez nous. Donc voilà, l'épisode du jour, il traitera de comment prendre sa retraite, comment le fire, comment ne plus se faire maltraiter à son boulot ou faire un boulot qu'on déteste. Mais avant ça, j'ai une intro. Voilà, ça va être un épisode solo. J'ai plein de trucs à vous raconter. Il va être un peu sur un rythme un peu différent des autres épisodes parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait un épisode solo. J'ai eu beaucoup d'invités. Cette semaine, j'ai enregistré avec 2 invités qui, à eux 2, cumulent 180 appartements. Elle est pas belle la vie, 180 appartements. Et oui, vous aurez ça dans les prochaines semaines. J'ai fait des épisodes vraiment de fou, mais je voulais faire un épisode tout seul, un peu de nouveau en lien avec ma communauté et mes auditeurs. Voilà, je vous adore. Et c'est pour ça notamment que je voulais faire l'épisode tout seul. C'était pour débriefer du salon de l'immobilier. Donc en fait, là on est samedi 1er octobre, je suis rentré dimanche dernier. Le week-end dernier, j'avais été donc au salon de l'immobilier, de l'investissement immobilier à Bordeaux. Donc merci déjà à l'organisateur. On était dans le stade de foot. Je pense que toutes les personnes qui sont sur Instagram, elles ont vu des stories passer dans ce stade sous tous les angles. Moi, j'ai pas trop partagé dessus. Déjà, j'avais beaucoup de choses à faire. J'avais pas trop de temps de m'occuper des réseaux. Et puis je voulais pas vous saouler non plus, parce que l'avoir vu nous 2 fois, si t'y es pas, nous il faisait beau, on s'amusait bien. Si toi t'es en train de passer la tondeuse ou t'occuper des devoirs des enfants qui veulent rien écouter, t'as peut-être pas envie de ça. Mais je voulais quand même débriefer là-dessus. Déjà, tout le monde n'a pas Instagram, ça arrive. Et puis en fait, les stories, c'est des stories. On peut pas tout vous dire dans les stories. Et puis vous pouvez pas avoir mon ressenti vu que je l'avais pas trop partagé. Alors ce qui a été assez fou, c'est le vendredi soir quand je suis arrivé à l'hôtel. En fait, au bar de l'hôtel, il y avait plein de personnes, justement, du Insta Game, comme on peut dire, immobilier français. Et franchement, j'ai rencontré déjà à peine ça a commencé, j'ai rencontré les 2 banquiers que j'avais eu sur le podcast. En fait, c'était ce bar dans 100 mètres carrés, il y avait la moitié du Instagrammeur immobilier et aussi même un peu plus. Donc vu que moi je m'affiche pas sur les réseaux, je savais qui était tout le monde, personne ne savait qui j'étais, mais quand je parlais aux personnes qui étaient là, elles étaient là, c'est toi Bye Bye Patron, j'aime trop ce que tu fais, ça faisait super plaisir. Donc ce soir-là, j'ai rencontré aussi Faker, il va passer sur le podcast, trop sympathique comme personnage et on voit qu'il est déter, il a un bon parcours, il fait pas mal de trucs. Donc j'ai adoré faire cette rencontre. Et des dizaines d'autres également, mais là c'était on est arrivé, on était au bar, on galérait à commander, tout le monde voulait sa bière, et puis le courant, je pense qu'il est super bien passé. Donc j'ai passé toute la soirée à vraiment, en plus là c'était l'endroit où il y avait plutôt les intervenants, donc c'était des personnes assez avancées qui avaient beaucoup de choses à nous raconter.
entre investisseurs, quand on se rencontre, on a toujours 1 million de choses à se dire. Mais c'était super, super inspirant. En fait, vous faites un week-end et ça peut vous faire sauter beaucoup, beaucoup de blocages où vous pouvez avoir des stratégies auxquelles vous avez jamais pensé. Donc, pour moi, ça a été vraiment rien que ce vendredi soir, ça valait la peine. Et puis après, c'était un peu bizarre de voir les personnes en vrai qu'on voit sur les réseaux. Il y en a, elles ressemblent pas du tout à leurs vidéos en story. D'autres, elles sont aussi sympathiques qu'on avait pu l'imaginer. Et puis, voilà, en fait, quand vous êtes dans les événements, ce qui change beaucoup par rapport à Internet, c'est que les gens sont beaucoup plus transparents. Et moi, le premier, vous savez à qui vous parlez, vous savez qui vous écoute. Il y aura pas forcément des traces à super long terme. Quand vous donnez des chiffres, quand vous donnez les endroits où vous investissez et tout, sur les réseaux, on évite de le faire, pour pas que tout le monde aille au même endroit, pour pas que les gens ils tracent un peu votre vie privée alors que vous n'avez pas forcément envie de la partager. Donc voilà, les événements c'était en fait mon premier gros événement. J'avais été au repas des gentlemen investisseurs où là j'avais déjà rencontré, je pense, une 50aine de personnes, dont David qui écoute le podcast, Nat et plein d'autres, déjà Tony et Yann. Et donc c'était un super événement, mais c'était en plus petit comité, c'était beaucoup plus court. Là, il y avait vraiment des milliers de personnes et beaucoup de personnes en fait que je les connaissais même pas. Et en leur parlant, j'ai vu qu'il y avait des stratégies de fous malades. Donc j'avais déjà entendu des formateurs YouTube dire allez aux événements, c'est là où on fait les meilleures rencontres. Mais eux, souvent, ils font des événements à 500 € la place assise pour quelques heures. Donc on se dit mais non, mais eux ils sont jugés partis, ils proposent leur truc, donc forcément ils vont avoir un discours biaisé. Je confirme que c'était top de voir un peu tous ces investisseurs au même endroit. Alors je vais vous dire les leçons que j'en ai tirées de cet événement. Donc voilà, l'épisode, il va vraiment, je pense, il va être moitié intro, moitié l'épisode. Et en plus, c'est un super épisode que je vous fais, mais bon, il fallait vraiment que je débriefe là-dessus. La première leçon, en tout cas, que j'ai pu en tirer, c'était donc de voir ces personnes en vrai et de pouvoir avoir les résultats chiffrés, parce que souvent sur Internet vous avez des gros concepts. Voilà, moi je fais une coloc, moi je fais un truc. Mais on n'a pas toujours les chiffres précis, on n'a pas les zones précises. Donc là, on voit beaucoup de gens qui ont beaucoup d'objectifs. Il y en a qui sont bien moins avancés que vous, il y en a qui sont bien plus avancés que vous. Et une des premières leçons que j'en ai tirées, c'est ça vous donne beaucoup de confirmation sur les stratégies que vous développez. En fait, nous, on est un peu dans notre coin à développer des stratégies qu'on trouve rentables, qu'on a l'impression qu'elles sont appropriées, mais vous n'avez pas forcément les retours. Là, on était à 1000 km de l'Alsace et du Grand Est. Il y avait pas trop d'Alsaciens. Bon, j'en ai vu quand même, mais en fait, on a pu débriefer justement, j'ai pu avoir beaucoup d'infos sur cette zone autour de Bordeaux. Et nous, on avait dans le Club Invest 2 membres, Théo et Axel, je vous salue, qui habitent à Bordeaux. Et avec eux, on avait passé un peu de temps à chercher les villes dans lesquelles ils pourraient investir en fonction des stratégies. Bordeaux, c'est une ville qui est super chère. Donc, si vous voulez faire de la location même meublé ou nu, il faut aller ou si vous voulez acheter des immeubles, si vous êtes débutant à Bordeaux, ça va être impossible. Donc il faut aller dans des villes moins chères et quand même rentables et quand même dynamiques. Ça veut pas dire parce qu'une ville est pas chère, il y aura forcément de la demande. Donc il faut trouver le bon compromis entre une ville qui est pas trop chère mais qui est pas une ville morte non plus. Et donc surtout je l'avais fait avec Théo, puis aussi avec Axel, on en avait pas mal discuté. On avait vraiment ratissé toute la zone, on avait regardé les villes qui pouvaient être rentables ou non. Et là, quand je parlais aux gens du coin, forcément, on était à Bordeaux, il y avait plus de Bordelais. Tout le monde était allé dans ces villes. Donc c'était vraiment les bonnes villes, on avait réussi à mettre le doigt dessus. Mais nous, on a mis peut-être 2-3 semaines à trouver ces villes, à savoir qu'elles valaient la peine, que la demande locative elle était suffisante, que les prix ils étaient intéressants. Là, en un claquement de doigts, si on peut dire, on aurait su que ça valait la peine d'aller investir sur ce marché parce qu'il y avait plein de gens qui l'avaient fait. Après, c'est toujours pareil. S'il y a plein de gens sur le marché, les prix vont monter, la demande locative et l'attention, elle sera peut-être moins forte. Mais voilà, on a eu une confirmation. Il y a eu une personne
qui avait par exemple une énorme coloc dans une des villes qu'on avait trouvées. Et sa coloc, elle était remplie. On se pose toujours la question, quand on fait des grosses colocations, est-ce qu'elles vont se remplir? Donc dans les grandes villes, oui. Dans les villes où l'immobilier coûte moins de 2000 € le mètre carré, ben c'est pas sûr, parce que souvent les chambres en coloc, elles vont être plus chères que les studios. Visiblement, elle arrivait à remplir sa grosse colocation. Donc voilà, avec les membres du Club Invest, on avait trouvé les bonnes villes. Mais là, si on avait été à l'événement, déjà, on aurait su où regarder tout de suite. Forcément, il aurait fallu confirmer. Et ensuite, on aurait pu avoir la confirmation également de la demande locative, qui est toujours un peu incertaine, même si il y a des techniques qu'on applique pour être sûr que ça se louera. Ensuite, le deuxième enseignement. Alors, je pense que ça va quand même vous toucher. Ça va surtout me toucher moi, mais ça va aussi vous toucher. C'est que j'ai vu beaucoup d'auditeurs, donc ça m'a fait trop plaisir. Il y en a, c'était par hasard. En fait, à peine je suis arrivé, il y avait Tony, mon compatriote, qui était là, tout détendu et tout, et il me présente des gens, dont The Real Mamadou. Et il me dit, ah, c'est toi, bye bye patron. Ah, bah, on parle souvent et tout. Et c'est vrai qu'on s'écrit de temps en temps. Et ça me fait trop plaisir, comme ça, à peine j'arrive dans le salon, tout de suite, de voir un auditeur. Et puis ensuite, j'en ai vu d'autres. Emeric, Jérôme, Romain, Eddy, Ed qui va lancer un podcast. Je vous en parlerai quand ce sera fait. Je l'ai mis au défi. Sinon, il le sait pas encore, mais il va devoir m'envoyer une de ses montres en pénalité. Jean, Pascal, Léna, Sébastien. Voilà. Ça m'a permis d'avoir une bonne vision des auditeurs du podcast. Alors forcément, la vision elle était biaisée parce qu'on était dans un salon immobilier. Si vous êtes débutant, vous n'allez pas forcément y aller. Si vous êtes avancé, comme moi je peux l'être, à mon échelle bien sûr, et moi j'y suis. Mais en tout cas, le gros point que j'ai vu, c'est que il y avait il y avait Mathieu aussi. Il y avait beaucoup d'auditeurs qui avaient déjà des lots, voire un certain nombre de lots, un nombre de lots assez important. Il y en a qui en avaient 3, 4, 10, 15, 20 lots. Et moi, en fait, je m'étais jamais posé cette question je sais pas pourquoi. Je m'étais dit, les personnes qui écoutent mon podcast, vu qu'il s'appelle Bye Bye Patron, elles sont dans cette démarche de vouloir dire Bye Bye Patron via l'investissement. Mais j'avais pas pensé qu'il y avait des auditeurs il y avait aussi Florent, qu'il y avait des auditeurs qui étaient bien avancés. Mais en fait, c'est logique parce que moi, j'écoute des podcasts d'immobilier alors que j'ai quand même un bon nombre de lots. Mais voilà, donc je vais peut-être adapter le discours, parfois, peut-être pas tout le temps, mais faire des épisodes un peu plus avancés sur l'immobilier, sur des points très précis et pas seulement sur comment se lancer, par où on passe, quels peuvent être les rentas et tout. Donc voilà, ça fait super plaisir. Si vous voulez parler entre auditeurs avec moi, bien entendu, vous pouvez me rejoindre sur le Telegram. Le lien est dans la description. On est plus que 300. Puis là, en ce moment, donc on avait parlé des pires banques. Et vu que l'épisode de la semaine dernière, c'était sur nos galères en immobilier, ça a été le sujet de la semaine. Donc, il y a eu pas mal de petites galères. Je pense à Nils, on en reparlera un peu après. Il a des bed bugs, des punaises de lit. Et c'est assez courant, les gens de Strasbourg, s'il y en a. Dites-moi si ça vous arrive. Mais là, j'ai 2 personnes de Strasbourg qui ont des punaises de lit dans leurs appartements. Donc quand vous êtes en location courte durée, c'est de la perte sèche. Si vous avez une location courte durée qui vous génère 1500 ou 2000 € par mois, les petites bestioles là, elles peuvent vous coûter rapidement très cher et plus cher même que le traitement. Ensuite, 3e enseignement. Donc le premier, c'est super, on peut voir des personnes en vrai, on peut échanger avec elles et on peut valider des concepts de ville, de type d'exploitation, de nombre de lots aussi qui est gérable. J'ai rencontré une personne, elle avait 30 appartements en location courte durée. Donc j'avais fait un épisode aussi avec Nicolas, Automatic BNB, lui en avait 25. Et voilà, c'est des nombres de lots, déjà 20 lots nus ou 30 lots nus ou juste meublés, c'est déjà une sacrée organisation. Là, 30 appartements en location courte durée. Deuxième enseignement, j'ai rencontré des auditeurs, pas des locataires, et ça a fait super plaisir et ça me permettra d'un peu adapter le discours à des investisseurs plus avancés. Et 3e enseignement, il y avait des conférences. Et j'étais studieux le premier jour, le 2e jour, j'ai juste parlé à tout le monde, je suis allé à aucune conférence.
Mais le premier jour, j'ai été studieux. Les studios, c'est pour faire de la LCD. Et là, bah, les conférences, elles étaient super bien organisées. On voit que les personnes, elles étaient très, très attachées à bien faire les choses. Donc, il y avait une femme, j'ai oublié son nom, mais je pourrais vous le retrouver. Sophie, je crois, mais je suis pas sûr. Elle avait créé un co-living de 14 personnes. Donc, elle nous a raconté comment elle a fait ça. Donc, un co-living, pour ceux qui connaissent pas, c'est comme une colocation, mais en fait, dans chaque chambre, je sais pas si c'est pour toutes les co-living comme ça, mais dans chaque chambre, vous avez votre salle de bain. Et après, il y a des gros espaces partagés, une grande salle de bain, une grande salle de jeu. Elle avait même fait une espèce de boîte de nuit au sol. Et elle nous a raconté donc je crois qu'elle a passé 14 mois sur son chantier, en plein confinement, toute seule à faire les travaux dans cette grande maison qu'elle a achetée. Elle a dit grâce à ça, elle a économisé plus de 100 000 euros. Donc 100 000 euros en 14 mois, c'est pas mal. Hein. Tout le monde gagne pas 100 000 euros par an. En plus là, c'est plus ou moins du net. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup moins taxé que si c'était votre salaire. Et elle a pris 4 jours de repos, elle a dit. Sur ces 14 mois, elle a pris 4 jours de repos. Donc, très impressionnant. Elle dépensait rien, elle mangeait des pâtes. Voilà, la détermination. Alors, je sais objectivement que moi, je serais incapable de faire ça et que je préfère déléguer et acheter beaucoup de biens. Mais là, bon, elle a 14 locataires au bout d'un an. C'est quand même très impressionnant. Et puis, maintenant, elle gère les travaux. Elle nous a mis des petites time-lapse qui était vraiment sympa. Il y a eu des personnes qui ont parlé de différés d'emprunt aussi, qui arrivent à générer énormément de cash grâce aux différés d'emprunt, qui ensuite payent des apports. J'ai parlé à plusieurs personnes qui avaient eu 4 ans de différés sur leurs emprunts. Donc voilà, un petit conseil que j'ai retenu également d'une des conférences, c'est faites visiter l'appartement avant de... Je suis un peu lent ce matin, mais voilà, ce matin je me réveille. Faites visiter l'appartement pour trouver des locataires encore dans la période de compromis, c'est possible. Moi, ce que je fais toujours, c'est quand j'achète un appartement, je signe le compromis et ensuite je fais venir mon artisan pour qu'il me fasse les devis. D'ailleurs, je dois en recevoir un aujourd'hui. Et comme ça, il attaque tout de suite les travaux quand j'ai les clés. Mais si l'appartement, il peut être loué en l'état, et ben si vous voulez gagner quelques centaines d'euros, un bon conseil, c'est de vous arranger avec l'agent immobilier et de faire visiter l'appartement avant de signer l'acte authentique. Comme ça, le jour 0, vous avez vos locataires qui rentrent et puis vous n'avez pas perdu d'argent à posséder un bien qui est vide. Donc ça, c'était un très bon conseil. Il y en a eu plein d'autres. Et voilà les 3 enseignements que j'ai pu tirer de cet événement IMO. Donc... déjà, ça m'a fait trop plaisir de rencontrer plein d'auditeurs, mais en gros, je reviens dessus. Le premier, réseauter, ça vous donnera des confirmations, des idées. Même moi, je trouvais que là, j'avais un nombre de lots qui commençait à être un peu ingérable avec toutes mes autres activités. Et puis, je vois qu'en fait, il y a des gens, ils ont encore beaucoup, beaucoup plus de lots. Deuxièmement, les auditeurs, donc ça permettra d'adapter mon discours. Et j'ai chopé plein. Et troisièmement, les conférences. Et via les conférences, ensuite, j'ai chopé plusieurs invités. Et via le réseautage aussi. Pour le podcast, donc on va avoir vraiment des invités d'exception. On va parler un peu de fiscalité, on va parler un peu de protection sociale, on va parler sûrement des aides, des subventions, toutes les choses en fait qui sont vraiment liées à la France où j'ai un peu parfois décroché vu que j'habite plus. Tout ce qui est les aides qu'on peut avoir pour les travaux, etc., etc. Des investisseurs comme toujours, des génies dans leur domaine. Vous les aurez en exclusivité sur le podcast de Bye Bye Patron. Et on aura aussi une personne dont je vais vous parler un peu plus tard, Lucas. Voilà. Donc ça, la partie salon d'investissement immobilier à Bordeaux, clôturée. Combien de temps de podcast? Allez, 19 minutes que je parle.
En plus, dans 30 minutes, je vais être parti. On va voir si je vais réussir à finir le podcast. Allez, deuxième partie, je vous raconte ma vie un tout petit peu. En ce moment, je cherche une résidence principale. J'habite dans une ville qui est méga chère. Pour vous dire, un parking en ce moment, ça se vend. Une place de parking non fermée, environ 80 000 euros. Oui, vous avez bien entendu, 80 000 euros. Ça peut monter à 100 000 euros. Et donc, j'avais déjà une résidence principale, je l'ai revendue. Et là, je me suis dit, c'est le bon moment. Je vais racheter une RP pour essayer de l'optimiser et la revendre. Faire un peu un achat-revente, en plus en habitant dedans en même temps. Et sauf que moi, je suis habitué à acheter des biens rentables, je suis habitué à acheter des biens pas chers, qui génèrent du cash, à aller dans les villes les plus rentables. Là, c'est la ville dans laquelle j'habite. Voilà, il s'avère que c'est une des villes les plus chères d'Europe, d'Europe, faut dire ce qui est. Ah bah tiens. Et mais bon, c'est là où il y a de l'argent. Dans mon activité professionnelle, il y a plein d'argent. C'est comme ça qu'ensuite, après, je peux réinvestir. Mais moi, je suis pas du tout habitué à acheter des résidences principales. J'en ai acheté que une dans ma vie. Et je me souviens à l'époque, j'étais pas encore investisseur et j'avais mis quasiment 1 an à la trouver. Et j'avais fait environ 15 visites. Et là, je me suis dit, écoute, j'ai essayé de peser le pour et le contre. Dans quoi je suis bon, dans quoi je suis moins bon. Je suis moins bon pour acheter des appartements à des prix qui sont complètement hallucinants. Voilà, c'est une vie de SMIC, n'importe quel appart. Mais en même temps, il y a des choses dans lesquelles je suis bon, notamment visiter beaucoup, m'organiser pour visiter toujours plus, faire des offres qui sont agressives. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, allez, tu t'y mets à fond. Forcément, les montants, c'est débile. Les montants, ils sont débiles. Donc, si tu te trompes de 10%, ça t'a coûté ça t'a coûté 2 ans de revenus. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais charbonner les visites. Donc, j'ai commencé jeudi à appeler. Là, on est samedi 1er octobre. J'ai commencé jeudi, donc je pense que c'était le 29. Et d'ici à mercredi prochain, j'aurais fait au moins 20 visites. Et ensuite, ma technique, donc j'ai pu bien prendre la tendance. En fait, c'est comme ça aussi, je voulais savoir à quel point le marché était tendu, à quel point on pouvait négocier vu que les taux ont augmenté. Et donc je suis allé même voir des biens, pas beaucoup, mais des biens qui même sur le papier, ils avaient pas l'air intéressants du tout. Et c'était pas les pires. Et en tout cas, donc je vais faire 20 visites en 6 jours. Et ensuite, je vais envoyer des offres agressives et puis on verra bien si ça mordra. Donc je vous tiendrai au courant. Donc voilà, je me suis basé sur mon expérience quand j'achète des biens pour investir, pour du locatif, de bien saisir la zone, bien saisir, regarder tout ce qu'il y a à visiter beaucoup. Là j'ai fait pareil. Là les zones je les connais. J'habite maintenant, ça fait un petit moment que j'habite là. Par contre les prix, en fait ça faisait mon ancien RP, ça faisait des années que je l'avais acheté. Donc les prix, je savais pas où on en était exactement, donc fallait forcément faire un peu une comparaison. En tout cas, voilà, les montants sont trop importants pour faire que 3, 4, 5 visites. Donc je fais 20 visites. Je vous tiendrai au courant de ce marathon de visites. Donc c'est pour ça que j'ai une journée bien remplie aujourd'hui. J'ai encore des visites le samedi. Hier j'ai fait 6 visites, jeudi j'ai fait 2 visites. Voilà. On ponce le truc et ça c'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Allez-y. Alors quand vous voulez, je pense, acheter des maisons pour vous et votre famille et tout, il y a peut-être moins d'offres. Moi là, j'ai pris le budget que je voulais consacrer. J'ai écrit à quasiment tous les appartes et puis où j'ai appelé. Ensuite, je me suis mis le maximum de visites et puis déjà là, il y a des agents qui m'ont proposé des biens qui sont pas encore sur le marché et tout. En faisant ça. Donc voilà, j'espère que la stratégie sera payante pour faire des gros billets parce que là, on parle vraiment de beaucoup d'argent. Mais bon, voilà, si vous mettez beaucoup d'argent dans un projet, et bien sûr c'est une ville où les investissements sont pas du tout rentables. On parle de 2 à 3% de renta si vous faites du locatif, mais le marché il a pris entre 5 et 10% depuis des années. Donc si vous avez un bien, je dis un truc à 1 million d'euros, admettons, 5-10%, vous êtes pas mal. C'est mieux que 10% de renta sur un bien à 50 000 euros. Mais bon, si vous perdez 20%, vous êtes dans la panade. Voilà, on va attaquer l'épisode du jour. On est à 24 minutes de podcast. Ce sera l'intro la plus longue. Pas de pub quoi aujourd'hui, Pas de pub. On est là pour quand même traiter du sujet.
Alors, ce qui m'a inspiré l'épisode du jour, c'est 2 éléments. D'un côté, notre ami Niels qui est passé sur le podcast. En fait, il écoute beaucoup de contenu en anglais et moi, j'avais communiqué il y a quelque temps sur les réseaux pour savoir si vous aviez des contenus en anglais de podcast à m'envoyer parce que je connais pas trop bien justement cet écosystème et puis je voulais voir un peu qu'est-ce qu'il faisait, quel format et tout ça. Donc Niels, il m'a envoyé une vidéo qui s'appelle How to Retire Early, The Guide to the Financial Freedom de Ali Abdaal. Je sais pas, il a 2-3 millions d'abonnés. Merci à toi, Niels. Donc, comment partir à la retraite tôt, le guide de l'indépendance financière. Donc, c'est une petite vidéo, elle doit faire une quinzaine de minutes. Moi, on va faire un peu plus long. Et donc, ça, c'est le premier élément qui m'a inspiré le sujet du jour. Donc, on va parler de comment prendre sa retraite, en fait. Et le deuxième élément du jour, c'est en fait, il y en a 2 qui sont liés un peu à la conférence de Bordeaux. C'est ma chère compatriote Claire, qui est Claire D'Huissier. Elle a fait 2 conférences, dont une, c'était comment dégager 1 000 € de cash flow avec de l'allocation courte durée et les effets positifs que ça a eu pour complètement lui changer sa vie, alors que c'était que 1 000 € de cash flow. Et en fait, ça faisait écho avec un podcast que j'avais fait avec Jérémy de Ça fait un bail, et lui, avec un appartement en colocation, il avait pu aussi complètement changer de vie grâce aux 3 ans de différé. Donc voilà, on va parler de ce mouvement FIRE. Comment est-ce qu'on fait pour prendre sa retraite? Alors, première partie, pour prendre sa retraite, forcément, moi, je vais complètement adapter le discours qu'il y avait dans la vidéo, mais il y avait quelques bonnes idées. Après, on va s'adapter au marché français. Il y a plein de où tout est différent quasiment. Alors, le premier point important, c'est définir qu'est-ce que c'est la retraite. Et lui, dans la vidéo, c'était assez beau comme il le disait. Il disait, la définition de la retraite, c'est quand on arrête de sacrifier aujourd'hui pour un meilleur lendemain. C'est cette définition qu'on va prendre. Meilleur lendemain, en tout cas, financier et en termes de temps. Parce que bon, au fur et à mesure, on vieillit, on prend du bide, on a des rides. Mais en tout cas, meilleur lendemain financier. Et en termes de temps. Alors, le premier moyen de partir à la retraite, c'est simple. Il suffit de travailler longtemps. Si vous travaillez longtemps, donc si j'ai bien compris, en France, c'est à 62 ans, vous pouvez prendre votre retraite. J'avoue que je suis tellement loin de tout ça. J'espère que, de toute façon, ça aura tellement changé d'ici à ce que j'ai ce bel âge. Mais en gros, à 62 ans, vous pouvez prendre votre retraite en France. Donc, si vous en êtes pas loin, c'est peu probable, mais c'est une possibilité. Après, il y a des régimes spéciaux. Il y a des personnes dans les sous-marins, d'autres qui pilotent des avions et tout, qui peuvent le prendre plus tôt. Mais en tout cas, à 62 ans en France, vous pouvez prendre votre retraite. J'ai regardé l'espérance de vie des hommes. Elle a augmenté de 4,7 ans en 20 ans. Pour les femmes, c'est un peu moins. Vous avez commencé à apprécier les trucs cool du mode de vie des hommes, genre fumer et boire. Donc, visiblement, votre espérance de vie, elle a moins augmenté. Mais bon, si on fait le calcul rapide, 4,7 ans d'espérance de vie en 20 ans. Donc, s'il vous reste encore 30 ou 40 ans à travailler, vous êtes sûr que votre âge de la retraite, il aura bougé d'au moins 5 ans, si c'est pas 8 ans. Le seul problème, c'est que l'espérance de vie en bonne santé en France, elle est de 63 ans pour un homme et 64 ans pour une femme. Donc, c'est là qu'on voit que les calculs sont pas bons, hein. Kevin, les calculs sont pas bons. Alors, par contre, si vous avez déjà la soixantaine et que vous êtes encore en bonne santé, votre probabilité de rester en bonne santé, elle a fortement augmenté. Mais bon, si vous avez 30 ans, retraite 62, espérance de vie en bonne santé 63. Bon, là, on n'est pas très bon. Et puis, on sait jamais donc à cet âge-là dans quel état on va être. C'est comme quand on sort de boîte de nuit à 5 heures du matin. Et en plus, vous aurez vos enfants qui vont venir vous gratter. Donc, j'ai l'impression que c'est pas le bon moment. Vous avez votre Porsche GT3, vous n'arrivez plus à monter dedans. Vous avez vendu une cabane à un couple de bobos au Cap Ferret. Vous avez touché plein d'argent. Vous pouvez même plus monter dans les voitures de sport. Elles vous font mal au dos. Voilà, ça va pas être la solution à privilégier, mais sachez que ça existe. Ma mère est à la retraite. Et elle vit sa meilleure vie, j'ai l'impression. Elle est tout le temps à droite à gauche. Elle avait super bien organisé sa retraite. Je pense qu'elle a pris à 62 ans. Et
Et voilà, vous pouvez faire des choses super bien. Et puis après, il faut avoir une super bonne hygiène de vie et puis s'être organisé aussi pour sa retraite à 62 ans. Parce que si vous attendez jusqu'au dernier moment en bossant comme un chien, et puis après, vous n'avez pas d'amis, pas de loisirs. Vous pouvez pas vous inscrire dans le club de pétanque du coin parce qu'il est déjà full de retraités. Donc la retraite même à 62 ans, ça s'organise. Mais nous, on n'est pas là pour faire ça. Nous, on est là pour faire des gros billets. Et si vous dites non, mais moi j'adore mon métier, il est trop bien, je peux le faire jusqu'à 62 ans. La personne là dans la vidéo, Ali Abdal, il disait ok, t'aimes ton métier, mais est-ce que tu le ferais gratuitement si t'étais pas payé? Et là, on voit que le discours, il a tendance à changer, que si on n'était pas payé pour le faire, on le ferait peut-être pas. Donc, c'est peut-être qu'on l'aime bien, qu'il nous dérange pas, mais que y a moyen de faire mieux. Alors, la deuxième solution, c'est de faire des mini-retraites. Alors, les mini-retraites, ça vient du concept du livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, le premier livre que j'ai lu un peu de développement perso, qui a mis une claque à beaucoup de monde. Donc dans ce livre, lui, il dit que en fait, au lieu d'attendre ta retraite à 62 ans, un bon point, ce serait de prendre des mini-retraites de 1 mois, 6 semaines, 2 mois. Je crois que lui, il va à Berlin. Puis vous pouvez aller au Brésil, vous pouvez aller surtout dans des pays qui sont pas super chers. Franchement, je suis un peu partagé là, avec ce concept parce que quelle activité vous permet vraiment de lâcher? Si vous êtes à fond dans un projet, à fond dans un truc qui vous plaît, partir 1 mois et demi, 2 mois, est-ce que c'est complètement changer de rythme? Je sais pas du tout si c'est bien. Moi, je pars souvent, mais je pars à des séjours assez courts. En général, je pars 2 semaines. Quand je vais loin, 2 semaines, 3 semaines. 6-8 semaines, me poser dans un appartement, je sais pas, buller, aller manger au resto, et boire des coups toute la journée, faire un peu mon sport le matin. Je sais pas trop si ça me plairait, en fait. Je sais pas. Dites-le moi en commentaire hein, si vous êtes sur YouTube ou sur le Telegram ou sur l'Instagram. Est-ce que vraiment en y réfléchissant, pas en vous disant maintenant je galère depuis 10 ans, je prends 6 semaines et ça va être trop bien. Mais si je vous dis tous les ans, vous pouvez prendre 6 semaines, 2 fois par an, 1 mois, vraiment off, à pas travailler. Est-ce que c'est vraiment si exaltant? Je sais pas. Moi personnellement, ça m'attire pas. Donc ça voudrait dire par exemple arrêter le podcast pendant 6 semaines, puis ensuite le reprendre, puis ensuite l'arrêter. Je sais pas, je trouve que ce serait un peu perdre l'énergie et l'inertie. Après, quand j'étais au Pérou, c'était au mois de mars, je crois, mars-avril. Là, j'ai vu beaucoup de personnes qui étaient en Amérique du Sud pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Le plus souvent, c'était 1 an. C'était par exemple des Américains qui avaient perdu leur métier suite au Covid ou qui avaient mal supporté le confinement. Mais bon, c'était pas des gens qui allaient faire ça tous les ans, mais on voyait bien quand même, je voyais bien un peu le concept là de. Donc c'est plus long que ce que Tim Ferriss dit. Là, c'était plutôt du 3 mois, 6 mois. Ils avaient l'air de super bien le vivre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je sais pas si j'arriverais à vraiment apprécier. Enfin, si le temps off versus ce que j'apprécierais, il serait très bon. Quand je pars pas longtemps, j'aime bien, je vois plein de choses, je suis à fond, puis après je me remets dans mon rythme, je refais mes trucs, je remange correctement, je fais mon sport correctement, je fais toutes mes activités correctement, parce que quand on vadrouille à droite à gauche, vos appartements, vous arrivez beaucoup moins bien à les gérer, même si c'est délégué. Voilà, tout le temps des trucs qui s'accumulent et vous avez jamais le temps de les faire. En tout cas, mon rythme, moi, c'est partir, je sais pas, je dois partir 12 semaines par an, mais comme ça, étalé. Est-ce que ces mini-retraites, c'est un bon concept? Je sais pas. En tout cas, Tim Ferriss, lui, il le préconise. Et puis, l'auteur de la vidéo, là, il en parlait, mais j'ai pas l'impression non plus visiblement, il l'avait fait une fois. Donc, une fois, ça compte pas. Hein. Voilà. Et puis, la troisième option, donc la première option, c'était prendre sa retraite à 62 ans. La deuxième option, c'était faire des mini-retraites de temps en temps, couper. Puis aussi, si vous êtes salarié. Alors, je sais que par exemple, il y a des personnes en Suisse, elles peuvent assez facilement prendre des congés sans solde. En plus, vous êtes assez bien payé en Suisse. Du coup, c'est pas mal de pouvoir alterner. En France, je connais personne, en tout cas, qui peut prendre comme ça beaucoup de congés sans solde, souvent. Je connais des personnes qui ont pris des congés pour faire un tour du monde, des choses comme ça. Mais
régulièrement. Je sais pas trop à quel point c'est possible, en tout cas dans l'environnement francophone. Et la troisième option, on va aller là-dessus. C'est ce que les anglo-saxons ils appellent le FIRE, donc Financial Independent Retire Early, je pense. Vous avez compris. L'indépendance financière et la retraite anticipée. Retraite tôt, en fait. Alors, il y a plusieurs... moi, ce FIRE, j'ai toujours un peu du mal avec ça, mais je vais quand même vous en parler. En fait, le FIRE, le principal... il y a deux FIRE, le Fat FIRE et le Lean FIRE. Le Fat FIRE, c'est le truc cool, dont on va parler plus tard. Le Lean FIRE, c'est en gros, vous coupez toutes vos lean, ça veut dire maigre, je pense. Il y a aussi un concept Lean Startup, c'est commencer une startup avec 3 fois rien, puis la couper super vite. Donc ce FIRE, c'est en gros baisser, avoir une vie, on va dire, sans grand luxe, super spartiate pendant des années, mettre de l'argent de côté, et ensuite vivre de cet argent en dépensant très peu. Ça, c'est le Lean FIRE. Le Fat FIRE, c'est t'as plein de thunes, tu fais ce que tu veux et tu bosses pas. En gros, c'est ça. Alors, donc ce FIRE, en tout cas, cette indépendance financière dont on parle beaucoup sur les réseaux, puis ça c'est un peu lié au bye bye patron aussi, faut pas se le cacher. Qu'est-ce que je peux en dire? Alors, il y a une règle dans ce FIRE. Je sais pas trop à quel point elle a été éprouvée, cette règle, mais je vais quand même vous en parler, elle est très très connue. C'est la règle des 4%. C'est en gros, vous pouvez vivre avec 4% de votre patrimoine sans que ce dernier ne se désagrège, on va dire. Donc, si vous avez 1 million d'euros de patrimoine, vous pouvez vivre avec 40 000 euros, donc 4% de 1 million. Et vous aurez toujours votre million, voire un peu plus. Si vous placez en bourse, on dit souvent que ça fait du 7-8% par an. Donc voilà, les 1 million, ils vont prendre 7-8%. Vous, là-dessus, vous servez de 40 000. Donc ensuite, ça fait un peu boule de neige. Alors le problème, c'est il faut pas être Kasparov pour comprendre que, en tout cas, moi, c'est un concept que j'ai énormément de mal à comprendre. C'est comment est-ce qu'on fait. Donc 40 000 euros par an en France. Une fois que vous avez payé un peu votre protection sociale et tout, vos taxes foncières, je sais pas, ils doivent rester peut-être 2 000 euros net par mois. Comment est-ce qu'on arrive à faire 1 million d'euros et ensuite, si par exemple vous faites 1 million d'euros en 10 ans, ça fait que vous avez votre patrimoine qui a augmenté de 100 000 euros par an, donc 8 000 euros par mois, votre patrimoine sans que vous ayez mangé, voyagé, que vous soyez marié, divorcé, tout ça. Donc, comment est-ce qu'on arrive à mettre de côté 8 000 euros par mois et ensuite accepter de vivre avec 2 000 euros par mois? Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. J'ai l'impression que dans beaucoup de cas, ça fonctionne pas. Et en plus, 2 000 euros net par mois, les personnes qui gagnent ça, elles n'ont pas non plus une vie de rêve. Donc, c'est pas la vie de rentier qu'on peut imaginer. Ça, on peut très bien vivre, avoir des enfants, être super heureux et tout, mais c'est pas la vie. Vous n'êtes pas James Bond, quoi. Vous roulez pas en Aston Martin, sauf si vous vous appelez Marco, et puis vous allez pas aux Seychelles 2 fois par an. Donc voilà, c'est un peu ce que je reproche à ce mouvement, c'est on peut vivre soi-disant avec 2 000 euros net, mais il faut mettre 1 million d'euros de côté. Faire 1 million d'euros, ça prend du temps. Il faut avoir des gros revenus, il faut l'avoir bien investi, il faut avoir un peu de chance pour faire ça vite. La seule solution que je vois pour ces 1 million, alors soit vous avez hérité de cet argent, ça peut arriver, soit vous avez acheté dans un marché immobilier qui est fou, c'est possible aussi, ou alors vous avez eu par exemple une société, et cette société, vous avez beaucoup travaillé dessus, vous êtes peu payé, vous l'avez revendue. Là, je comprends les 1 million, parce que votre rythme de vie, c'est pas adapté à vos revenus. C'est pas adapté à des revenus à 15 000 balles par mois. Vous avez pu épargner 8 000. Et ensuite, vous vivez avec 2000. Donc voilà. Donc j'ai regardé comment est-ce qu'on fait ces 1 million. Quand même, c'est important. Donc je me suis dit, admettons que vous gagnez 5 000 euros net par mois. 5 000 euros net par mois, bon, on est déjà, voilà. Quand on est étudiant, c'est pas mal. C'est pas mal. Quand on travaille en Suisse, c'est une paye de départ. Quand on travaille en France, c'est une paye d'arrivée. J'ai pris 5 000 euros, c'est un montant qui peut paraître élevé pour beaucoup de gens, pas pour tout le monde, pour que vous voyez quand même le temps que ça prend. Admettons que vous avez 5 000 euros net par mois après impôt.
vous viviez avec 3000 euros, il vous reste, parce que si vous avez 5000 euros net par mois, il y a de fortes chances, par exemple, que vous viviez dans une ville chère, que vous soyez entouré de gens qui gagnent très bien leur vie. Donc j'ai dit, déjà, vous épargnez 40% de vos revenus. Il vous reste 2000 que vous épargnez. Si vous les placez pas, donc vous avez 5000, vous vivez avec 3000, vous épargnez 40% de vos revenus, 2000, c'est déjà beaucoup. Qui c'est qui épargne 40% de ses revenus dans les auditoires? Levez la main. Voilà, vous avez 24 000 euros par an. Donc il vous faudra, si vous les investissez pas, 41 ans avec une paye de 5 000 euros par mois, si vous l'avez pas investi, pour avoir 1 million d'euros. Donc 41 ans, vous serez déjà à votre retraite de 62 ans. Donc on n'est pas bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme solution? On peut par exemple placer cet argent en bourse. On connaît les intérêts composés. En fait, la bourse, elle prend environ 7% par an. Ça fait qu'on double à peu près son capital tous les 8 à 10 ans. Donc j'ai fait, si on met 2000 euros par mois en action, que le marché il fait ce qu'il a fait depuis toujours, là c'est en 20 ans que vous pouvez avoir les 1 million d'euros. Donc déjà, on a gagné 20 ans. Vous aurez déjà plus votre six-pack sur la plage, vous serez déjà un peu cramé, mais vous y serez arrivé avant d'avoir un dentier. Donc ce qu'on peut voir, en tout cas, c'est qu'avec un métier qui est quand même assez bien payé, 5000 euros par mois, ça met quand même du temps. Ça met beaucoup de temps pour qu'on puisse arrêter de travailler. Donc ça va pas être la solution miracle. Donc si vous êtes salarié, déjà avoir, en tout cas en France, une paie à 5000 euros par mois, c'est compliqué. Et c'est pas celle-là qui va vous faire prendre votre retraite super vite. Après, la solution que moi je privilégie, mais qui va pas non plus être le Saint Graal, c'est de faire de l'immobilier. Déjà là, dans l'immobilier, vous n'avez pas besoin en fait d'avoir ces 5000 euros par mois. Si vous avez 3000, vous pouvez très bien lever de la dette qui va capitaliser à hauteur de 2000 euros par mois. Je m'explique. Si vous avez des emprunts pour 500 000 euros, sur 20 ans, vous épargnez environ 24 000 euros par an, 2 000 euros par mois, juste grâce à ça. Donc si vous avez des emprunts qui s'autofinancent, là vous n'avez plus besoin de gagner, donc qui s'autofinancent, qui payent tout, les charges, les impôts et tout, vous n'avez plus besoin de gagner 5 000, mais 3 000 pour avoir 1 million d'euros au bout de 20 ans. Donc on est pas mal avec ça, et on est pas mal aussi si on arrive à faire les deux. Si on a 5 000, qu'on investit en faisant de la dette sur de l'immobilier, et à côté de ça, qu'on investit en bourse le reste, c'est en fait ce que je fais moi. Et ensuite, dans le temps, quand vous revendez un bien, vous pouvez le basculer en partie en bourse. Grâce à cet argent, vous pouvez éventuellement la mettre en garantie pour lever encore plus de dettes. Donc on voit qu'avec cette solution de l'immobilier, vous pouvez en fait avoir un niveau d'épargne au bout de 20 ans en gagnant 3 000 euros par mois, le même que quelqu'un qui gagnerait 5 000 et qui aurait juste investi en actions, et les mêmes que quelqu'un qui aurait gagné beaucoup plus mais qui aurait pas du tout investi son argent. Donc ça c'est le premier point, l'investissement, ça va être un accélérateur pour avoir ces 1 million d'euros, mais on parle quand même toujours de 20 ans là. On parle de 20 ans, c'est long. Si vous faites les choses bien, peut-être que ça vous prendra 12 ans, 13 ans, 14 ans, peut-être. Après l'immobilier, ce qui est super cool, c'est que non seulement votre bien va se rembourser, en plus, si ça continue comme ça l'a été depuis, on dit souvent que je crois que l'immobilier suit l'inflation, donc en ce moment on est pas mal. Donc si en plus il prend de la valeur et que vous avez des biens qui vous dégagent une rentabilité supérieure au montant des remboursements, là vous allez pouvoir fortement accélérer. Alors vous me dites, ouais, je sais déjà les critiques. Ouais, mais attends, si on a 3 000 euros par mois, on n'arrive pas à lever 500 000 euros. J'ai rencontré un gars sur le salon de l'immobilier. Et lui, il m'a expliqué, il va passer sur le podcast, j'ai pris ses coordonnées. Il avait 2200 euros de paye, il a acheté en 4 ans 18 lots pour 900 000 euros. Et là maintenant, il a arrêté de bosser. Donc voilà, en fait, lui, il a vraiment poussé le curseur de la dette au max. Je sais même pas, il doit être endetté. Là, t'as 2200, tu gagnes 30 000 euros par an. Ouais, il est endetté à 30 ans de revenus. Mais en tout cas, en 4 ans, il a pu arrêter de bosser. À 32 ans, il vit maintenant que de ses 18 lots d'immobilier. Et puis, il a plein de projets. Franchement, il va passer sur l'épisode de me raconter des trucs de fou furieux.
Mais voilà, c'est quand même bien d'avoir la temporalité en tête. Donc c'est pas en investissant en bourse que vous allez prendre votre retraite à 35 ans. C'est pas en investissant en IMO avec 4-5 lots à 50 000 euros que vous allez prendre votre retraite à 35 ans. Mais en fait, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu de tout ça. On s'en fout. Pourquoi ? Parce qu'il y a une solution à tout. Il y a une solution à tout. Donc, on l'a vu, faire de l'IMO, ça va accélérer grandement le processus. Faire de la bourse, ça peut également aussi l'accélérer. Si déjà, rien que vous faites ça, admettons que vous ayez 40 ans, vous mettez 2000 euros par mois. Non. J'ai regardé, j'ai été voir les chiffres, j'ai été faire ma simulation de retraite. Si vous avez 2000 euros net par mois aujourd'hui, vous avez le droit à une retraite de 1387 euros. Bah, si à côté de ça, vous avez investi dans l'immobilier et que vous avez 500 000 euros d'immobilier payé quand vous arrivez à la retraite, vous allez plus avoir une retraite à 20 000 euros par an, vous allez avoir une retraite à 70 000 euros par an. Donc ok, ça aura été long, mais au moins vous aurez pas du tout, vous aurez vous pourrez draguer les plus belles retraitées de la plage en, en République dominicaine ou à Sifour grâce à votre pouvoir d'achat complètement démesuré par rapport à votre niveau de vie que vous avez eu toute votre vie. Donc lever de la dette de façon intelligente, ça peut vraiment être une bonne solution pour avoir une belle retraite, peu importe l'âge que vous ayez. Donc voilà, en fait, je me suis un peu éparpillé, mais la première chose à faire, c'est si vous voulez partir tôt, ce qu'on voit, c'est qu'il faut faire beaucoup d'argent. Parce que les 1 million d'euros, déjà, ils sont pas suffisants pour vivre complètement de ça, parce que ça va vous faire un rythme de vie à 2000 euros par mois. Deuxièmement, même avec 1 million, 1 million, c'est super long à faire, même si vous avez des super bonnes payes. Troisièmement, si vous n'avez pas une super bonne paye, l'immobilier, ça va vous permettre d'accélérer très fort parce que vous pouvez lever de la dette, même avec de l'argent que vous n'avez pas et que vous n'arrivez même pas à épargner. Quatrièmement, grâce à la bourse, ça va faire des intérêts sur des intérêts et ça va encore vous faire gagner du temps. Et on est reparti, j'ai dû faire une petite coupure. On est reparti donc avec la deuxième solution. Au lieu de devoir rentrer les 1 million d'euros, une des solutions, c'est de faire du lean fire. Donc le lean fire, c'est quoi ? C'est en fait vivre de façon très spartiate, tel un moine reclus au fin fond de la Creuse, dépenser que dalle. Et grâce à ça, vous n'avez plus avoir besoin de 1 million d'euros, mais peut-être que de 400 ou 500 000 pour vivre de vos rentes tranquillement avec vos vaches. Je l'ai vu sur un forum, il y a un mec qui expliquait, j'avais fait un épisode, c'était Est-on vraiment riche avec 3800, 3700 euros, 3800 euros. Il y avait une personne qui avait commenté qu'elle était super contente, elle vivait avec 400 euros par mois au fin fond des montagnes. Top pour toi, mec, hein. C'est génial. Pour moi, c'est vraiment un monde qui m'est totalement étranger de pouvoir se contenter donc si vous avez 400 000 sur la règle des 4%, 4 x 4, 16, donc ça fait 16 000 euros par an. N'oubliez pas que vous avez votre protection sociale à payer. Pour moi, c'est léger, hein. Après, si ça vous va pour toujours, tant mieux. Mais pour moi, c'est léger. Par contre, on verra dans une solution ultérieure qu'on peut quand même en tenir compte fortement. Mais voilà, si vous avez vraiment des moyens, si ça vous va de conduire une voiture qui risque de tomber en panne de temps en temps, qui a 30 ans, d'habiter dans une maison au fin fond de nulle part qui coûte que dalle, et donc de vivre avec 1000 euros par mois. Après, ça dépend aussi de votre conjoint, de votre situation de famille, etc. Mais c'est pas 1000 euros par mois temporairement. Avec ce modèle, c'est 1000 euros par mois pour toujours. Donc voilà. Sachez que ça existe, ça s'appelle le Lean Startup. Donc en gros, c'est le Lean Startup, le Lean Fire. C'est vraiment réduire son niveau de vie au plus bas possible. En fait, moi, ce qui m'effraie le plus, c'est pas de vivre avec 1000 euros par mois. Voilà, on peut toujours s'adapter. C'est qu'est-ce que tu fais quand t'as besoin d'argent? Qu'est-ce que tu fais si t'as besoin d'aller quelque part? En fait, t'y vas pas, tout simplement. Là, j'étais au salon de Bordeaux. C'est peut-être un week-end qui m'a coûté, 600 euros. T'y vas pas, donc tu rencontres pas de gens parce que t'as pas les 600 euros pour aller là-bas. Et c'est que des choses comme ça.
tu peux pas, c'est pas qu'une question de voyage, de fun, de sortir au bar, etc. Il y a plein de choses super cool. T'achètes pas un micro pour faire du podcast à 200 € quand tu vis avec 1 000 €. Tu lis moins de livres. En fait, tu penses tout le temps. Le truc, c'est que tu vas dédier ton énergie à comment dépenser peu. Et au final, donc, t'auras une vie très simple et qui te prendra quand même de l'énergie, selon moi. Après, c'est ma vision des choses. Quand j'étais étudiant, je vivais avec moins de 1 000 € par mois et je m'en sortais très bien. Mais voilà, je payais pas tout non plus. Tu te rends bien compte que tu payes pas tout quand t'es étudiant. Tes parents ils t'aident, l'État il t'aide. Donc voilà, mais sachez que ça existe. 300 000 à 400 000 € avec les 4%, ben pourquoi pas. Ensuite, on en arrive à la troisième solution, qui est celle que je vais vous essayer de vous enseigner. Avant d'aller à cette troisième solution, l'épisode il va s'appeler Fire or Not Fire. Je fais une petite dédicace. En ce moment, on parle beaucoup, c'est juste pour votre culture générale, de deux vulcanologues, Katia et Maurice Kraft. Ils ont fait, c'était des super vulcanologues et bien sûr, ils viennent de ma région, donc on en parle beaucoup en ce moment parce qu'il y a eu un film, Fire of Love. Et si vous voulez vous intéresser à ces deux personnages qui ont été sur toutes les éruptions de volcans pendant 30 ans, ils ont sauvé des dizaines de milliers de vies. Il y a plein d'émissions en ce moment sur eux. Vous pouvez voir un reportage sur Arte, sur Katia et Maurice Kraft, sur leur voilà. Et puis souvent il y a eu un film qui était sorti, je crois Fire in Love, et on les voit. Spoiler alerte, ils sont morts pendant une éruption au Japon. Je crois que c'était en 1991. Mais c'est super, c'est des images, c'est vraiment extraordinaire à voir. Donc c'est la petite pub pour ma région, voilà, le sud de l'Alsace. Euh, j'aime bien les choses scientifiques et donc là en plus quand ça vient de chez nous et puis voir les images des éruptions des quatre coins du monde, ça cumule tout ce que j'aime. Voilà, troisième solution que je vais essayer de vous préconiser. Donc en fait, c'est selon moi la seule qui est viable dans 95% des cas, c'est d'essayer en fait de réussir un peu ce lean startup dont je parlais d'une manière ou d'une autre pour se générer des revenus tout pile suffisants pour arrêter ce qu'on est en train de faire si on n'est pas content avec ça. Je m'explique. Par exemple, Claire, pendant une conférence, elle a expliqué comment avec 1 000 € par mois de cash flow sur ses LCD, c'est location courte durée, elle a pu totalement changer de vie, quitter l'emploi qu'elle avait pour se lancer dans une nouvelle activité. Donc l'idée c'était pas d'avoir la vie de rentier, voilà de nanti et de ne plus rien faire. Mais en fait c'était quitter son emploi. En plus elle était dans une région qu'elle affectionnait pas, etc. Pour donc grâce à ces 1 000 € de cash flow sur ses appartements. Jérémy, c'était pareil avec sa colocation. Lui, je crois qu'il avait généré un peu plus que ça, peut-être pas loin de 3 000 €. Il avait eu du différé. Et grâce à ça, il avait pu lancer sa boîte de podcast. Et je pense que c'est vraiment la méthode, en fait, qui s'applique. Parce qu'en fait, faut pas se le cacher. Qu'est-ce qu'on va faire? Tout le monde dit, ouais, je veux mon indépendance financière et tout. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un truc que t'aimes. Donc l'idée, c'est en fait de pouvoir, grâce à tes investissements, te garantir un revenu minimum qui va te permettre de vivre pendant quelques années, le temps, ou quelques mois au moins, le temps de lancer ton activité qui te plairait. Et pour voir ce que c'est une activité qui te plaît, ben, lui, dans la vidéo, là, il disait, si demain j'ai 100 millions d'euros, à quoi ça ressemblerait une de mes journées? Donc lui, il faisait des vidéos YouTube. Il disait, bah, en fait, je ferais quand même des vidéos YouTube. Moi, si j'avais 100 millions d'euros, et ben peut-être que je ferais sûrement encore des podcasts parce que j'adore ça. Puis j'adore en plus là le salon et les visites, ça m'a bien conforté dans mon choix de faire des podcasts toutes les semaines. Hein. J'ai pas dérogé de toute l'année. Donc voilà, c'est vraiment, je pense, la solution si je devais partir de zéro que je ferais. Alors soit je m'endetterais comme un fou, comme il le fait le Lucas là qu'on va avoir sur le podcast sûrement bientôt. Donc lui, il a levé 900 000 € de dette avec 2200 € par mois. Me demandez pas comment, il le racontera. J'ai passé, je sais pas, 1 heure avec lui le samedi soir. Mais en tout cas, voilà, poncer à mort l'endettement. Et grâce à ça et des investissements rentables, il a pu quitter
son emploi, et maintenant lui, mais c'était tout récent en fait, il vivait que de ses loyers, il m'a dit, mais il commençait déjà à regarder pour faire du marchand de biens, etc. On a mon acolyte Tony de Une vie de liberté, il en parle assez bien, lui il a pu vivre de ses loyers, il avait bien investi, je pense, quand même des sommes, il avait réussi à se créer un bon patrimoine avant de quitter son métier, mais maintenant bah il fait tellement d'activités qu'il gagne très probablement beaucoup plus que ce qu'il gagnait avant, en plus il donne souvent les chiffres. Mais voilà, il a pu faire ça parce qu'il avait assuré sa sécurité financière. Et donc, si je partais de zéro, qu'est-ce que je ferais? Je ferais je ferais tout pour avoir des gros revenus. Ensuite, j'investirais. Surtout dans l'IMO, parce qu'on peut lever de la dette, on peut faire de la location courte durée. La Claire, ça a vraiment été, elle a lancé ses locations courte durée et quelques mois après, elle a quitté son boulot. Jérémy, c'était pareil. Donc c'est un truc, ça peut être fait en même pas un an. Donc, je lèverai le plus de dettes que je peux avec mon CDI et et ensuite ben je ferai un petit peu de location courte durée ou de la colocation avec du différé d'emprunt pour pouvoir avoir suffisamment de revenus, en tout cas quelque temps, le temps d'essayer une activité qui me plaît, ou alors si c'est à plus long terme, si vous voyez encore bien dans 5 ans dans votre métier, peut-être pas dans 10, j'achèterai le maximum d'immobilier que je peux, je poncerai mais vraiment à fond tout. Et puis le jour où vous voulez changer d'activité, eh ben vous arbitrez des biens, vous en revendez un, vous prenez si vous prenez 50 000 euros, ben vous êtes tranquille pendant peut-être 2 ans pour essayer votre activité. Et de là, elle vous rapportera. Et à ce moment-là, vous ferez une activité que vous apprécierez. Je tiens quand même à faire une petite parenthèse très importante. C'est tout ce qui est la protection sociale en France. Comme je vous l'ai déjà dit dans le podcast, être riche, c'est hyper utile dans la vie d'être en couple. Donc si vous n'êtes pas en couple, si c'est un choix, bah gardez-le. Si c'est par dépit, allez à la salle de sport, lisez des livres, rencontrez des gens et puis tentez votre chance parce que non seulement vous allez pouvoir épargner à mort, ensuite vous allez pouvoir lever beaucoup plus de dettes. Ensuite, là, pour moi qui est en train d'acheter un appartement dans une région hyper chère, quand vous avez des revenus tout seul, c'est hyper compliqué enfin, je pense que, voilà, je parle pas de mes revenus et tout, mais ils sont quand même, pour la plupart des gens, assez confortables. Et si on était deux là-dedans, on aurait un truc de fou. Moi, il s'avère que la vie fait que j'achète en ce moment un bien tout seul. Euh, Pas la peine de m'envoyer des DM hein, pour que pour euh, pour partager partager mon appartement. Mais en tout cas, si vous êtes en couple, vous avez deux super leviers. Vous allez dépenser beaucoup moins, vous allez pouvoir acheter des biens beaucoup plus chers qui s'y prennent de la valeur, vous les revendez, ça va être de la folie. Et en plus, bah, l'amour c'est beau, l'amour on aime ça. Hein. Surtout le début, hein. C'est trop magique, c'est magnifique, tout est beau, tout est bien. Quand vous avez pensé quand même à la fin. Mais surtout, pourquoi je vous dis ça pour la protection sociale, si votre conjoint veut continuer à travailler et que vous êtes marié, alors je suis pas expert dans le domaine, mais en gros, vous allez être rassuré. Alors que si vous vivez que de vos loyers et que vous êtes célibataire parce que ça fait 2 ans que vous achetez ou 5 ans que vous achetez que des apparts la tête dans le guidon, que tous vos conjoints sont barrés parce que vous avez aucun week-end, et ben là, c'est la galère. Donc il va falloir vous payer de manière à avoir une protection sociale. Allez voir votre expert comptable s'il faut, ou alors vous faites une activité même d'auto-entreprise, ça vous donnera une couverture sociale. Mais en tout cas, vous pouvez pas vivre que de vos loyers ou que de vos LCD. Voilà, donc c'est ça le conseil que je peux vous donner. Levez de la dette au maximum, épargnez au maximum, donc essayez absolument de ne pas, ça s'appelle le lifestyle inflation, donc l'inflation du train de vie. Essayez au maximum quand vos revenus augmentent, de ne pas trop augmenter votre niveau de vie. C'est assez compliqué, hein. Quoi qu'on en dise. Ouais, non, mais moi, c'est différent. Hein. Quand tous tes collègues ou tous tes potes pharmaciens, ils ont un rythme de vie à voyager aux quatre coins du monde et à rouler en Porsche, c'est compliqué. Mine de rien, ça va t'influencer. On dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Si dans le cadre de ton boulot, tu fréquentes des gens qui ont un train de vie à 5 000 euros par mois, et ben, toi, tu vas tôt ou tard avoir un train de vie à 5 000 euros par mois.
Donc voilà, et aussi les conjoints, par exemple une des filles que je connais qui épargne le plus de ses revenus, elle a une vie horrible de merde, elle se fait chier à mort. Mais pourquoi? Elle a un conjoint qui gagne très très peu d'argent, donc non seulement il a pas les moyens de beaucoup dépenser, et en plus ça lui vient même pas à l'idée. Et donc elle me dit comme ça qu'elle va donner des sommes monstrueuses à sa famille et tout, parce qu'elle sait pas quoi en faire, parce qu'en fait, elle dépense rien. Elle est malheureuse comme tout. Elle a un gros compte épargne, mais donc, si vous voulez beaucoup épargner, prenez un conjoint qui dépense peu. Ce sera un des conseils pour cette vie de retraité. Donc si je résume, quelles sont vos possibilités? La première, attendre jusqu'à 62 ans, avoir une retraite à 1300 euros si vous gagnez 2000 euros. C'est long, mais c'est sûr. Si vous vivez jusque-là, vous aurez votre retraite. Deuxième possibilité, vous faites le mouvement FIRE qui est super à la mode chez les anglo-saxons. Vous épargnez 1 million d'euros, alors on ne sait pas comment. La possibilité que vous avez, c'est investir beaucoup, investir intelligemment, avoir des gros revenus, peut-être avoir une société que vous allez revendre, hériter, vous marier avec un vieux ou une vieille. Tout ça, en tout cas, il vous faut 1 million d'euros pour avoir un train de vie à 2-3 000 euros par mois. Donc ça, je conseille pas non plus. Troisième possibilité, le lean fire. Vous essayez de faire 300-400 000 euros. Donc là, c'est beaucoup plus faisable, hein, notamment avec les gens qui ont des résidences principales, qui ont peut-être pris de la valeur ou qui ont déjà beaucoup remboursé, ils peuvent la revendre. 300-400 000, c'est pour une personne, hein, pas pour deux. Et ensuite, vous vivez dans les bois, dans les Vosges. Épinal, c'est beau. Saint-Dié-des-Vosges, c'est beau. Bon, il fait pas toujours beau, mais l'immobilier est pas cher. Et voilà, vous vous contentez de cette vie. Vous pouvez faire du triathlon. Mais bon, vous n'allez pas aux compétitions parce que ça coûte trop cher. Et voilà, vous avez une vie en tout cas à 1000 euros par mois, mais vous n'avez pas besoin de bosser. Il y a plein de gens qui bossent tous les jours pour 1000 euros par mois, donc vous êtes quand même un privilégié. Et ensuite, la solution que je préconise pour dire bye bye patron, c'est de trouver un moyen X ou Y pour avoir des revenus de subsistance, on va dire des revenus sur lesquels vous allez pouvoir vivre 1 ou 2 ans, le temps de monter et lancer un projet qui vous plairait, qui vous tient à cœur. Donc ça peut être comme Jérémy par exemple de faire sa société de podcast, comme Claire d'aider des élèves commissaires de justice. Mais en tout cas, voilà, ça va vous permettre donc de dégager du temps. Donc pour ça, vous avez deux solutions. Enfin, en fait, vous avez trois solutions. La première, c'est faire de la location, enfin celle que je vois en tout cas. Location courte durée qui crache à mort du cash. Moi, j'ai un appartement, j'en parle de temps en temps, il m'a coûté 35 000 euros. En ce moment, il me dégage plus de 1000 euros de revenus par mois grâce à mes super concierges que j'embrasse. Donc 35 000 euros, 1000 euros par mois. Voilà. Deuxième possibilité, vous chopez un méga différé d'emprunt de 3 ou 4 ans. Il y a des différés d'emprunt de 4 ans. J'ai parlé à plusieurs personnes le week-end dernier qui en ont. Grâce à ça, vous chopez une grosse coloc où vous achetez, vous achetez peut-être 300 000 euros d'immobilier à crédit. Et grâce au différé, alors attention, c'est une solution que je vois comme ça, hein, c'est pas à vous de voir ce que vous voulez faire. Grâce à cette solution, vous pouvez essayer d'en vivre quelque temps, le temps de lancer votre activité. Au pire, si ça fonctionne pas, vous retournez à votre métier. En gros, vous avez rien perdu de spécial et vous avez pu tenter votre chance. Quatrième possibilité, si vous avez déjà, 35 ans, peut-être que vous avez acheté votre résidence principale il y a 10 ans ou des autres biens immobiliers. Et si vraiment vous en pouvez plus, peut-être qu'un moyen, ce serait de vendre un des biens, de toucher une grosse, un gros montant, donc soit une plus-value, soit aussi la partie du capital que vous aviez remboursé. Et grâce à ça, vous allez peut-être vous laisser à 2 ans, mettons que vous récupériez 50-60 000 euros, vous allez peut-être pendant 2 ans pouvoir essayer plein de projets jusqu'à trouver celui qui vous plaît et jusqu'à ce que celui-ci remplace ça. J'en ai pas parlé, il y a une autre solution, c'est en France, on peut avoir le chômage pendant 2 ans et quand on lance sa société également, il y a plein d'aides possibles. Alors comment avoir le chômage? J'ai aussi vu une conférence là-dessus à Bordeaux.
Le plus simple et honnête, c'est de faire une rupture conventionnelle. Après, il y a d'autres possibilités. Alors attention, là, faut prendre avec des pincettes, hein. Moi, je suis pas juriste. J'ai j'ai jamais fait ce genre d'opération. Mais voilà, je sais ce qui existe. Donc, il y a les transactions qui existent. Il y a un licenciement économique dans votre société, vous pouvez demander, même si vous n'y êtes pas inclus, à être inclus dans le plan. Là, comme ça, quelqu'un, vous allez sûrement sauver l'emploi de quelqu'un d'autre. Et en plus, vous, pendant 2 ans, vous allez pouvoir toucher le chômage. Il y a, en fait, si vous démissionnez, vous n'avez pas le droit au chômage. Alors, il y a la solution méga borderline, mais visiblement, elle existe et elle fonctionne. Alors, je la recommande pas, mais c'est de faire un abandon de poste. Vous vous cassez, tôt ou tard, votre employeur va vous virer. Parce que si vous démissionnez, vous n'avez pas le droit au chômage. Si vous vous cassez, tôt ou tard, votre employeur va vous virer. Et visiblement, ça peut prendre jusqu'à 2 ans s'il est vraiment pas d'accord avec ça. Et vous allez avoir le droit au chômage. Donc voilà, le lundi matin, vous vous pointez pas. Et puis vous attendez. Ça, je connais un mec qui l'a fait. Puis ça a fonctionné, hein. Ça a fonctionné pour lui. En plus, franchement, c'était dans un de mes premiers boulots, le boulot un peu qui m'a donné envie du bye bye patron quand j'étais auditeur. Les associés, c'était vraiment les mecs, t'étais un jour malade au bout de 2 ans alors que t'avais bossé 70 heures par semaine, ils te faisaient des misères. Lui, il leur a mis à l'envers à tous. D'un coup, il est plus venu. Les gars, ils étaient comme des idiots, ils ont dû continuer à le payer pendant, je crois, 1 an. Et ensuite, il a été licencié. Oui, parce que non, il peut vous faire traîner, je crois que il peut vous faire traîner l'employeur la votre licenciement, mais à mon avis, il est obligé de vous payer. Ça, je suis pas sûr, mais je pense que, enfin, en tout cas, lui, je sais qu'il était payé pendant ce temps. Donc voilà. Ensuite, il y a les démissions Macron, ça s'appelle. Tu peux démissionner à condition d'avoir un projet de reconversion. Visiblement, il y a un comité qui valide avant, donc ne démissionnez pas et après essayez de faire ça. Il faut le faire a priori, mais on peut donc démissionner si on veut changer ou se réorienter. Et ensuite, il y a ce que un ami très très proche à moi a fait. Il a démissionné pour aller rejoindre sa femme dans une autre région de France et il a eu le droit au chômage. Donc tout ça, si vous avez ni appartement à cash flow, ni si vous voulez profiter du système, bah pourquoi pas, hein. Chacun fait ce qu'il veut avec sa conscience. Vous serez pas les premiers, vous serez pas les derniers. Et puis sûrement que dans toute votre vie, vous allez verser tellement de cotisations une fois que vous gagnerez 1 million d'euros par an. En tout cas, sachez que c'est une possibilité. Alors, c'est pas la vraie retraite, ça s'appelle le chômage. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir trouver votre voie pendant 2 ans. Après, ce que Claire, elle a dit qui était super, je pense, pertinent, c'est que les gens qui font ça, en général, c'est que à la fin, vraiment quand ils commencent à avoir un peu le couteau sous la gorge, que la période d'indemnisation, elle arrive à son terme, ben c'est que à partir de ce moment-là qu'ils commencent vraiment à se bouger et à avoir des résultats. Et avant, ils se laissent parfois un peu porter par le vent, surtout si vous avez eu un métier qui a été compliqué, dans lequel vous avez souffert et tout. Je suppose que c'est pas au jour 1 de votre liberté, entre guillemets, que vous allez vous mettre à fond dans votre nouveau projet. De toute façon, ça marche que si vous êtes salarié du privé. Si vous êtes à votre compte ou si vous êtes fonctionnaire, ça fonctionne pas. Donc voilà, voilà ce que je peux ce que je peux vous raconter. Donc il y a quand même des possibilités. Et ensuite la dernière possibilité que je voulais voir avec vous, c'était les side business. Donc side business, business accessoire, business à part. Si vous avez un side business qui est, je vous donne un exemple. En tant que très grand écrivain moi-même, qui vend environ 1 livre par jour, même parfois 2. Ces livres, ils me rapportent, pour rien vous cacher, hein, je suis transparent avec les chiffres aujourd'hui. Ces livres, ils me rapportent beaucoup moins qu'ils vous rapportent à vous. Ils me rapportent environ, je pense, 200 euros par mois. Alors bien sûr, c'est pas avec ça que tu vas vivre ou quoi, mais c'est un side business entre guillemets, entre 200 et 300 euros par mois, ouais, parmi d'autres. Donc voilà, vous pouvez, ça peut être donner des cours à côté, ça peut être, voilà, avoir une chaîne YouTube. Vous pouvez faire des side business pendant que vous êtes employé, et puis au bout d'un moment, vous allez voir que ce side business, il va commencer à payer vos dépenses nécessaires, et de là,
de là, c'est l'autoroute du kiff. Vous allez toujours vous mettre le plus à fond là-dedans. Et, euh, et grâce à ça, peut-être que si vous mixez un side business, plus la location courte durée, plus un différé d'emprunt, plus le chômage, et ben vous allez être bien, vous allez être des rois, des nantis. Vous allez être dans les quarts de retraités, vous serez le plus jeune et vous serez super content. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Épisode tout seul, ça faisait un petit moment que j'en avais plus fait. Euh, sur la retraite. Et vous, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'en fait vous voulez être à la retraite? Est-ce que vous n'êtes pas bien là dans votre vie? Et si vous n'êtes pas bien, est-ce que vous voyez vraiment ne pas bosser? Et si oui, pendant combien de temps? Dites-le moi. Commentez, aimez, likez, partagez. Donc vous pouvez commenter soit sur mon post Instagram, soit sur le groupe Telegram, ou soit si vous m'écoutez sur YouTube, en commentaire de la vidéo. Quelle serait votre vie de rêve? À quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Je parle pas de votre vie de rêve pour 2 semaines ou pour un jour. Je parle d'une vie entière ou une vie au moins sur 2 ans. Donc voilà, si votre vie c'est, je sais pas, aller en Antarctique, peut-être que vous n'allez pas rester 2 ans. Voilà, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et la réponse que, en tout cas, de toutes les personnes que je connaisse, par exemple, qui vivent de leur immobilier, tôt ou tard, ils ont fait des choses opérationnelles. Donc, soit achat-revente, soit coach en IMO, soit rien à voir, mais quand même, soit du sport à fond. Voilà. Par exemple, dans les side business qu'on pouvait avoir, j'avais eu Guillaume Klein, je sais pas comment il dit, qui fait de l'ultra marathon et surtout ultra cyclisme. Lui maintenant il est coach pour 20 personnes, donc son activité maintenant il peut faire coach, il peut vivre de ça. Si en plus il avait acheté un petit 1 000 000 € d'immobilier avant, il serait bien, je sais pas si ça se trouve il l'a fait. Donc voilà, j'espère que je vous ai apporté des solutions pour avoir votre vie de rêve. C'est la grisaille, je suis là pour vous faire rêver. Pensez aux palmiers, aux cocotiers et aux gros billets qui rentrent tout seul sur votre compte. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et donc, je sais pas exactement comment je vais organiser les prochains épisodes, mais en tout cas, il y aura un épisode à avoir 0 lot à 40 ans et 70 lots à 45 ans. Et un autre sera sur l'investissement au Canada. À très bientôt, bonne semaine, bye bye.